Architecture durable, bâtiment bas carbone au programme de notre débat avec Laure Mériot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes architecte associé du cabinet Atelier 234. Gildas Maguer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes directeur général de Pleine Commune Développement. On va parler de ce projet Lumière Playel ensemble. Mais d'abord, je voudrais bien vous entendre votre définition de l'architecture durable. C'est quoi pour vous ? Écoutez, l'architecture durable chez Atelier 234, en fait, ça prend pas mal de paramètres. Ce qui est important, c'est de faire une architecture qui est utile, une architecture qui va servir, qui va pouvoir se transformer dans le temps, et Lumière Playel est un bon exemple. Et puis aussi une architecture qui va prendre en compte toute la question des matériaux, de l'impact du bâtiment, à la fois dans sa fabrication et dans sa durée. Dans le cycle de vie des matériaux. De vie des matériaux, tout à fait. Et c'est évidemment pour nous, architectes, faire des espaces dans lesquels les gens ont envie d'aller et sont bien. On pourrait commencer par là d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est vraiment important. Évidemment, c'est quelque chose de très important. Ce projet Lumière Playel, Gildas Maguer, où est-il situé? Par qui est-il porté? Alors, c'est un des projets majeurs du territoire de Pleine Commune, qui est le territoire constitué autour de la ville de Saint-Denis, et on est à Saint-Denis. C'est une dizaine de communes, c'est ça? C'est 8 villes au nord de Paris, autour de Saint-Denis, qui est la plus importante d'entre elles. Il y a Saint-Ouen, Aubervilliers, Pierrefitte. C'est surtout la caractéristique d'être un quartier qui va se construire autour d'une des plus grandes gares du nouveau réseau du Grand Paris Express. Même la plus grande gare de ce réseau, 4 lignes de métro qui arrivent. La gare est déjà en service depuis les JO avec la ligne 14. Et on va venir construire autour de cette gare finalement un nouveau quartier dans une zone qui était entièrement consacrée à de l'activité, qui était entièrement imperméabilisée. Et donc on va refaire de la ville sur la ville autour d'une nouvelle gare. Avec une ambition éco-responsable, est-ce que c'est pas la seule ambition, mais c'est l'une des ambitions? Bien sûr que c'est une des ambitions, comme dans tous les projets d'ailleurs d'aménagement de notre territoire. On a des écoquartiers, on l'avait dans le village olympique juste à côté qu'on vient de livrer, mais on l'a là aussi. Pourquoi? Parce que quand on construit la ville sur la ville, justement, on vient forcément améliorer les choses. On a des attentions sur évidemment les bâtiments, les constructions, les matériaux, la réutilisation, mais on a aussi une ambition de mettre de l'espace vert dans des villes qui en ont très peu ou pas du tout. On dépollue des sols, on désimperméabilise. Et donc, c'est à l'échelle du quartier qu'il faut voir finalement cette action durable. Et donc, j'ai bien compris que ça va être en plusieurs étapes. Là, je crois que la première pierre d'un ensemble d'immeubles d'habitation qui a été posée, c'est quoi? C'est près de 500 logements, 480? J'ai lu ça, alors vous allez me donner plus les détails. De quoi on parle? Non, effectivement. Donc, la première pierre, c'est sur 200 logements, mais en fait, vraiment, ce qui va arriver là dans les 2 ou 3 années qui arrivent, c'est 500 logements qui vont se créer sur le territoire. Plusieurs immeubles, en fait. Plusieurs immeubles. Donc, en fait, on est 6 architectes et on travaille ensemble. Nous, on est coordonnateurs chez Atelier 234 ce qu'on appelle un méta-îlot. Il y a 3 grands immeubles. Et en fait, cette histoire, elle vient... le projet, il a été conçu en 2017, donc comme le disait Gildas, sur une question qui était... qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et nous, ce qui était important, c'était de créer une densité forte, tout en étant une densité acceptable et positive pour le territoire. Densité forte, pardon de vous interrompre, ça veut dire que ces immeubles, ils font combien d'étages, par exemple? Ils font une quinzaine d'étages, en fait. On monte à 50 mètres. Ce qui nous a permis de libérer le sol et de l'offrir à la ville. Avant, on avait tout un territoire qui était fermé par des clôtures et tout ça. Et là, on va avoir donc au rez-de-chaussée des équipements publics, des commerces, au-dessus des tours de logement, et au sol après un très grand parc qui va permettre d'ouvrir le quartier à ses habitants, de redonner du végétal, de la terre, de la pleine terre, et qui va surtout accompagner toute la transformation, parce que tout ça, ça a été pensé grâce à la création de la gare Saint-Denis-Playel, au franchissement Playel aussi, qui vraiment relie ce quartier à l'autre côté de Saint-Denis, au-delà des voies ferrées. Et donc finalement, l'idée, et si on reparle un peu du carbone, c'est de dire on a ces transports en commun qui sont là. Il faut créer de l'intensité, une ville vivante et permettre aux gens d'arrêter de prendre leur voiture, en fait. Puisque eux, maintenant, vont habiter, les gens qui vont arriver sur le quartier, vont habiter à côté d'un transport en commun.
Et ça fait partie d'une grande transformation des villes. On va reparler de l'ambition éco-responsable. Je crois qu'il y a des toits solaires. Il y a pas mal de choses à parler. De ce que vous disiez, une sorte de maille végétale. Enfin bon, tout ça est important. Mais sur le rôle social, parce que en vous écoutant, je me dis, on aurait eu cette discussion avec des architectes dans les années 70. Peut-être qu'ils nous auraient dit, bah oui, nous aussi, on va faire un quartier qui sera super agréable. Enfin, je ne mets pas en cause votre volonté, mais et puis malheureusement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément fonctionné. Comment vous réussissez à intégrer cette dimension-là, à se dire, on ne va pas peut-être recommencer les erreurs qu'on a pu commettre auparavant? Et bien justement, ce projet-là, c'est un peu l'incarnation de ce que le territoire veut faire en termes de ce qu'on appelle parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit aujourd'hui arrêter de penser, comme on l'a fait pour le coup dans les années 70, des grands quartiers d'habitat social qu'on est aujourd'hui en train d'ailleurs souvent de rénover sur le territoire. Non, là, on crée un parcours résidentiel. Ça veut dire qu'en fait, dans cette opération, vous avez toute la typologie de logement, du social, du bail réel social solidaire, qui va permettre à des acquéreurs de devenir propriétaires, mais à un moindre coût, donc une forme d'accession sociale à la propriété, et puis de l'accession dite libre, c'est-à-dire du logement classique. Et on a donc de la mixité sociale. De la mixité sociale, mais à l'échelle, si vous voulez, d'une opération de 400 logements. Et donc ça a été tout un travail, parce qu'on est venu finalement injecter dans une opération qui était plus classique, justement cette typologie un peu plus fine qui permet d'accueillir un peu toute la typologie, de faire venir des nouveaux habitants, mais aussi de garder des habitants sur un territoire populaire, avec des habitants qui n'ont pas forcément les moyens, sinon de s'acheter des appartements à des prix démentiels. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre après, autour? Alors, ça, c'est vrai que c'est la première brique, c'est une brique logement, c'est quand même une brique importante. Après, il y aura de l'espace public, il y aura un parc. Parce que nous, derrière, on va construire un parc d'1 hectare. Et un parc d'1 hectare dans un quartier qui n'avait pas du tout d'espace vert, si vous voulez, c'est quand même un progrès majeur. Et c'est comme ça qu'on fait aussi une ville vivable, agréable. Ce qu'il y aura après aussi, c'est surtout l'ambition de faire de ce quartier un attracteur touristique. Et on a eu finalement un tournant. C'était un projet qui était très tertiaire, très bureau. Il y a eu un tournant un peu switché, quoi, c'est ça? Qui a complètement switché. La volonté des élus en 2020, ça a été de revoir intégralement la programmation. Je pense qu'ils ont bien fait, parce qu'aujourd'hui, le marché du bureau tertiaire en Ile-de-France, il est à plat. Mais ce n'était pas l'origine du tournant. Et on va en faire un quartier plutôt tourné vers ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est-à-dire très hôtelier, pour en fait engranger le bénéfice aussi de la dynamique des JO et de ce que va représenter cette gare à mi-chemin entre Roissy, La Défense et Paris. Et donc, en fait, il y a un programme de à peu près 2000 chambres hôtelières à faire arriver dans ce quartier-là. Alors, je reviens au côté éco-responsable. Je ne sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a plein d'éléments. Mais par exemple, j'ai vu cette histoire de toiture biosolaire. Je crois comprendre ce que c'est, mais je veux bien que vous m'expliquiez en détail. Mais en fait, c'est des toitures sur lesquelles on va mettre des panneaux photovoltaïques, mais qui permettent de végétaliser aussi la toiture. Et donc, l'idée, c'est évidemment de permettre... parce que la végétation, en fait, elle est c'est sympathique et ça permet d'avoir de la biodiversité, mais ça permet aussi beaucoup d'absorber l'eau. Ce qui est vraiment un problème sur les territoires qui sont très construits, c'est comment on fait pour aujourd'hui, avec toutes les questions climatiques et les grosses périodes d'orage, absorber l'eau sur le site, pour pas avoir des réseaux qui explosent et tout ça. Donc c'est vraiment très important. Donc on a ça, et puis on a aussi des toitures qui vont être végétalisées et qui vont être accessibles aux habitants. Donc vraiment une mixité de choses, avec vraiment une attention très forte à la végétation qu'on va mettre sur ces toitures, et parce qu'on peut pas aller planter des arbres, parce que on parle de bas carbone. Et vraiment, ce qui est important, c'est le bon usage du matériau. C'est-à-dire que quand on va planter, par exemple, mettre des arbres avec 2 mètres de terre sur une toiture, ça veut dire qu'en dessous, on a une structure qui doit porter. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a vraiment une attention à l'équilibre, en fait, entre le bénéfice
de cette végétalisation et aussi ça veut dire qu'il faudra s'en souvenir dans 20 ans et pas planter n'importe quel arbre non plus, c'est ça? Voilà, et puis surtout de se dire qu'il faut que la structure soit un peu légère. Oui, effectivement. Et alors, question de béotien total, mais est-ce qu'on peut mettre suffisamment de panneaux photovoltaïques pour rendre un immeuble de 15 ou 17 étages autonome en électricité? Non. Alors non, il sera pas autonome. On le fait sur d'autres projets, mais qui sont plutôt des projets soit d'équipement public. On l'a fait sur le centre aquatique olympique, où on a vraiment une très grande toiture de 5000 m² photovoltaïque. Et là, ça sert vraiment à remplir son rôle d'autonomie. Là, l'idée, c'est d'activer plein de leviers pour améliorer notre impact. Donc, c'est pas totalement autonome, mais ça permet d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment. Est-ce que ça coûte plus cher de faire un bâtiment bas carbone ou un bâtiment... Les exigences environnementales, elles ont un coût, il ne faut pas se le cacher. Donc oui, quand on met des exigences environnementales, on a un coût. Après, l'intelligence, pour le coup, des architectes et des entreprises, c'est d'avoir une équation où on fait à la fois une équation économique qui va faire des logements accessibles, tout en rognant pas les exigences environnementales, qu'elles soient posées par la norme, d'ailleurs, ou par nous, aménageurs et territoires, qui souvent exigeons un peu plus que la norme. Après, il y a d'autres leviers. Par exemple, là, c'est un quartier qui est relié à un réseau de chaleur. Nous, on est en train de tirer un réseau de chaleur. Quand vous reliez un quartier et donc des bâtiments à un réseau de chaleur, vous améliorez. C'est un énorme levier d'amélioration d'un bilan carbone d'un bâtiment. Donc, vous voyez, c'est aussi à l'échelle de la ville qu'on doit permettre. Et ça, c'est pas pareil. Si quand vous aménagez, vous prévoyez de tirer un réseau de chaleur dans tout le quartier, ou si vous vous contentez de systèmes plus classiques de chauffage. Donc il y a plein de moyens finalement de faire baisser des bilans carbone. Et ce que disait Laure, c'est important. Vous pouvez dépenser du carbone, mais ce qui compte, c'est l'usage. Si vous construisez un métro ou un pont, le franchissement Pleyel qu'on a construit, et qu'il n'est pas utilisé, pas emprunté, vous aurez dépensé du carbone pour pas grand-chose. C'est pas que le bilan carbone, si vous voulez, de manière absolue à l'échelle du bâtiment. Donc densifier des quartiers de gare, alors qu'on a déjà dépensé beaucoup de carbone et beaucoup d'argent pour construire le métro, ça tombe un peu sous le sens. Donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un quartier intense et d'aller chercher de la hauteur. D'abord pour garder cette possibilité de créer de l'espace vert, tout en densifiant quand même un quartier de gare, et c'est le choix de la hauteur. Donc on y aura des IGH. Vous me demandez qu'est-ce qu'il y aura après. Il y a eu la tour Pleyel, vous savez, qui est cette grande tour reconvertie en hôtel, qui a été un signal fort aussi de la bascule avec la gare de ce quartier. Il y a 2 IGH qui sont programmés pour les années futures dans ce quartier. On fait le choix de la hauteur pour faire le choix de la densité. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup